Bonjour, nous nous retrouvons pour le troisième numéro de cette émission Culture physique consacrée à la physique des particules. Nous sommes toujours en compagnie d'Ursula Bassler, qui est chef d'un service de physique des particules au commissariat à l'énergie atomique. Vous nous avez parlé la dernière fois de ces gros appareillages collisionneurs avec un accélérateur dans lequel se produisent des collisions de particules, d'énormes détecteurs qui recueillent les données, comment les particules créées par ces collisions se désintègrent. Vous nous avez dit comment travaillent les gens au sein de collaborations très nombreuses, dispersées sur toute la planète. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui des questions de physique qu'une telle machine prétend résoudre. Alors vous nous avez expliqué qu'au XXe siècle, on a découvert des tas de particules, on a pu les classer, on a compris quelles sont les forces qui les lient entre elles. Il y en a 4, dont 3 sont prises en compte en physique des particules. La force électromagnétique, et puis il y a 2 forces nucléaires, une qu'on appelle la forte, une qu'on appelle la faible. Tout ça est assez bien compris dans le cadre du modèle standard, qui est souvent présenté d'ailleurs comme une sorte de chef-d'œuvre théorique. Non seulement parce qu'il est bâti sur des principes mathématiques assez élégants, notion de symétrie par exemple, mais aussi parce qu'il rend compte des mesures les plus précises qu'on a pu obtenir grâce à ces appareillages. Et donc on pourrait se dire, mais la messe est dite. On a une théorie qui marche bien de la structure de la matière. On a pu tester cette théorie grâce à des objets comme ceux qu'on a vus, qui sont très, très, très grands, très chers aussi. Et on ne voit pas comment on pourra en construire des plus gros d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin de la physique des particules? Quelles sont les grandes questions qui restent à résoudre? Oh, il nous reste quand même quelques grandes questions à résoudre. Ce qu'on a déjà évoqué la dernière fois, c'est donc des formes de matière qu'on ne connaît pas encore, mais dont on sait par le mouvement des galaxies qu'ils existent dans l'univers. Par ailleurs, il y a une autre La question. matière noire. La matière, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Il y a aussi une forme d'énergie qu'on ne connaît pas encore, mais ça, la LHC ne pourrait même pas adresser cette question-là. Par ailleurs, il y a une autre question qui tracasse beaucoup les physiciens, c'est la question tout simple, pourquoi y a-t-il de la matière dans l'univers et pourquoi il n'y a pas rien? Puisqu'au au moment du Big Bang, on peut s'imaginer que les interactions qui sont mises en jeu sont tout à fait symétriques et donc la matière et l'antimatière s'annihilent et on se retrouve avec un univers sans matière en fait à la fin. Or, on existe bien, on est bien là, donc quelles sont les lois de physique qui brisent en fait cette symétrie entre matière et antimatière et qui font qu'on Vous voulez dire existe? au début, c'est-à-dire il y a 13,7 milliards d'années, après le Big Bang, il y avait autant de matière que d'antimatière? Oui, et quelque chose a fait qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé C'est-à-dire entre la qu'aujourd'hui, il n'y a matière et plus que de la l'antimatière. matière. Ce qu'on croit, c'est ce qu'on observe, tout à fait. Et on voudrait comprendre pourquoi il y a eu cette brisure de symétrie, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, et effectivement, il y a une brisure de symétrie qu'on a pu observer entre la matière et l'antimatière. C'était une découverte assez formidable dont plusieurs expériences se sont consacrées ces dernières 25 ans. Mais cette brisure de symétrie qu'on observe n'explique pas tout. On sait qu'il y a même un facteur 10 puissance 20, 60 de différence entre l'échelle de la brisure de symétrie qu'on observe dans les expériences et la brisure de symétrie nécessaire pour observer la matière qu'il y a dans l'univers. En plus, pour observer cette différence entre matière et antimatière, il faut aussi d'autres ingrédients qu'on n'a pas encore observés, notamment que le proton se désintègre et aussi qu'il y a une transition de phase, mais que je reste. Donc on ne sait pas bien pourquoi l'antimatière, pourquoi et comment surtout l'antimatière a disparu. Non, non. Donc ça c'est un premier type de grande question que le LHC pourrait, sinon résoudre, du moins éclairer. On espère justement en étudiant plus en détail cette symétrie ou l'asymétrie entre matière et antimatière de pouvoir apporter des nouveaux éléments là-dessus. Oui. Mais l'autre question qui est certainement la question la plus affichée pour la physique qui sera faite au LHC ou pour les résultats qu'on attend du LHC, c'est le fameux boson des Higgs et la question donc de la masse des particules.
Bon, le boson de Higgs est nécessaire surtout parce qu'il y a des forces, cette fameuse force faible qui est médiée à une courte distance et donc par des particules qui ont une masse. Il fallait un mécanisme qui brise la symétrie à nouveau entre des forces où la médiation est faite par des particules qui ont une masse et les autres forces. Et c'est le boson de Higgs qui explique ce mécanisme. Donc de mettre en évidence le boson de Higgs, c'est vraiment la pièce manquante actuelle du C'est-à-dire que le modèle standard prédit qu'elle existe. Elle ne prédit pas vraiment qu'elle existe. Il y a des formes alternatives qui laissent toute la validité au modèle standard, mais c'est la manière la plus simple qu'il y a dans le modèle standard d'expliquer cette masse des particules. Parce que d'après les équations du modèle standard, quand on les prend, disons, brutalement, elles prédisent que les particules n'ont pas de masse. Tout à fait. Et donc, on a là un résultat qui est contraire à l'observation. Évidemment. Donc, soit on dit que les théories sont fausses, soit on dit que l'observation est incomplète, mais il y a un problème. Tout à fait. Et donc, ce problème peut être résolu de manière simple et élégante par ce boson de Higgs, dont on peut prédire des signatures de détection et donc qui est recherché dans les collisions du LHC. Et aussi dans les collisions déjà maintenant au T-patron à Chicago. C'est des particules qui est en train de devenir célèbres. Hein. D'ailleurs, vous avez dit le fameux boson de Higgs. Donc tout le monde connaît le boson de Higgs. Personne ne sait ce que c'est, mais on le connaît tous. En fait, si j'ai bien compris, d'habitude, on considère que la masse des particules, c'est vraiment une propriété des particules. Elles possèdent une masse qui leur est propre. Et d'après ce que dit le modèle standard avec ce boson de Higgs, en fait, la masse, ce n'est pas une propriété intrinsèque des objets. Non. C'est une propriété qui résulte de leur propagation dans le vide, qui en l'occurrence n'est pas vide, hein, c'est ce qu'on appelle le vide quantique, qui devient à cause de ces bosons de Higgs, une sorte de milieu visqueux dans lequel les particules sont freinées, en quelque sorte, elles sont ralenties. Et c'est ce mouvement de ralentissement, ce ralentissement qui leur donne l'apparence d'une masse. Et donc c'est effectivement une question importante, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que vous seriez prêt à parier que cette particule existe, ou est-ce que vous croyez plutôt à des scénarios un peu plus compliqués? Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez entre vous? Est-ce que les gens parient, par exemple? Oui, il y a des paris je pense, une certaine quantité de caisses de vin, de champagne, de tout ce que vous voulez, sur la question si le boson de Higgs existe ou pas. Moi, je parie presque qu'il n'existe pas. Ah bon? Oui. Parce que quand j'étais étudiant, on m'expliquait qu'il était obligatoire qu'il existe. Peut-être, mais je me méfie des obligations scientifiques. Je trouve que l'histoire des sciences a bien montré qu'on a eu beaucoup de certitudes à un moment et finalement, ces certitudes étaient finalement fausses. Mais vous êtes, On pense par exemple à l'éther qu'il y a eu au début du XXe siècle. Oui. C'était aussi une substance qui était partout, qui était dans le vide et tout ça. Et finalement, non, on a bien pu expliquer les phénomènes liés à Cet l'éther. éther-là est mort, mais on a construit d'autres éthers Peut-être, mais qui existent. n'existe pas, à voir. Enfin, moi, je vous trouve un peu modeste parce que ce qui est justement spectaculaire en physique des particules, c'est qu'on a souvent prédit l'existence d'objets à partir d'arguments mathématiques qui se sont révélés dans des expériences ultérieures. Je pense aux neutrinos, je pense à l'antimatière, je pense aux quarks dont vous avez parlé. Toutes ces particules ont été prédites par des théoriciens avant d'être observées. Et donc on pourrait dire que le boson de Higgs, finalement, est un exemple de plus de cette capacité que vous avez à prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets. C'est juste, et je pourrais rien en dire d'autre, mais maintenant, il y a aussi certains aspects de particules que la théorie n'a pas prédit et dont on est très surpris de le trouver. Par exemple, la masse des neutrinos, qui est une découverte de ces dernières 10 ans, qui n'a pas été prédit par la théorie et dont certaines théories se seront d'ailleurs bien passées. Ce n'est pas nécessaire dans le modèle standard, justement, que les neutrinos aient une masse. Donc, bon, le boson de Higgs, en plus, c'est effectivement issu d'une théorie, mais il est quand même perçu aussi par beaucoup de physiciens comme un ajout un peu artificiel. Il ne découle pas de la même élégance, on pourrait dire, que le reste du modèle standard. Donc, bon, peut-être ne pas découvrir le boson de Higgs sera justement la révolution dans la physique rêve, dans la physique des particules rêves, pour aller au-delà. Même il y a forcément quelque chose. Ça, c'est des candidats possibles, ça sera peut-être même quelque chose de surprenant.
Donc, est-ce que vous attendez, J'espère, c'est ça qui est intéressant. est-ce que vous attendez pour les 10 ans qui viennent avec le LHC à quelque chose qui confirme le modèle standard dans ses grands principes, ou au contraire à des résultats qui viennent tout remettre à plat, qui viennent bouleverser les principes sur lesquels s'est construit ce modèle standard, qui ouvrent vraiment une nouvelle brèche dans une nouvelle physique? Je m'attends. Bon, le modèle standard, il existe, il explique les phénomènes qu'on voit actuellement. Donc, pour moi, je ne peux pas m'imaginer que le modèle standard soit effondré dans ses bases. Je pense plutôt qu'il y a des théories qui vont venir, qui vont aller au-delà du modèle standard. C'est un peu comme on a vu en physique, ce n'est pas la relativité qui met en cause la physique de Newton. Elle englobe, elle le généralise. Et je pense que la même chose devrait se passer dans les années à venir. Il y a différentes manières comment on peut élargir le modèle standard. On peut rajouter d'autres symétries, ce qui donne des théories dont on entend aussi parfois parler, qui s'appellent des théories supersymétriques, qui exploitent vraiment le principe des symétries jusqu'à une dernière symétrie qu'on pourrait imaginer. Mais il y a aussi la généralisation qu'une particule qu'on s'imagine généralement comme un point dans l'espace devient en fait un objet, une corde, qui donne naissance à la physique des cordes et toute une panoplie de modèles qui en découlent. Certains de ces modèles font par exemple appel à des dimensions supplémentaires. D'ailleurs, pour que la théorie des cordes marche, il faut avoir plus de dimensions de l'espace que nous, on les connaît dans la vie courante. Et ça, c'est peut-être une autre généralisation de ce modèle standard dont on pourrait voir des premiers indices au LHC. Mais est-ce qu'il y a une sorte de scénario catastrophe, c'est-à-dire, à propos du LHC, c'est-à-dire on découvre le boson de Higgs, par exemple, tel qu'il est prédit par les théoriciens, et puis rien d'autre, on voit rien d'autre. Est-ce que pour la discipline que vous incarnez, c'est une bonne nouvelle, ou est-ce qu'au contraire on se dit finalement on a bouclé l'affaire, on ne peut pas aller au-delà parce qu'on n'a pas d'indication expérimentale qui nous dise dans quelle direction aller, et donc les décideurs, comme on les appelle, décident d'arrêter le financement de ce genre d'activité? C'est certainement une crainte qu'il y a dans la discipline. Il y a différents scénarios qu'on peut s'imaginer. Effectivement, si on fait des découvertes de particules qu'on n'est pas encore, c'est le scénario rêvé. Et je pense que tout le monde va être ravi, contente, et on aura les indices sur comment poursuivre la physique des particules. Si on ne trouve rien, je pense que ça sera également pas très bon pour la discipline. Et il y a certains théoriciens qui disent si on ne trouve rien, ce n'est pas grave, ça veut dire qu'on s'est vraiment trompé, qu'on remet tout à plat et qu'on revient 30 ans en arrière pour revoir nos fondements. Ça, c'est certainement vrai pour les théoriciens, ça sera un résultat intéressant, mais je pense que ça sera très difficile pour la discipline ensuite de convaincre les décideurs, l'opinion publique, qu'il faut peut-être construire une nouvelle machine ou une autre machine, parce que on a poursuivi un mauvais chemin durant ces dernières 30-40 ans. Ensuite, il y a le scénario qu'on découvre le boson de Higgs et rien d'autre. Bon, ça, c'est un scénario en quelque sorte où au moins on a rempli notre contrat. On a dit qu'un des buts principaux pour les LHC, c'est découvrir le boson de Higgs. On l'aurait vu. Et comme on sait qu'il y a, même si on découvre le boson de Higgs tel qu'il est prédit dans le modèle standard, il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. L'étude précise du boson de Higgs nous donnera peut-être des nouveaux indices sur le chemin à poursuivre dans la suite. Donc il pourrait y avoir une autre machine après le LHC? Il y a des gens qui travaillent déjà là-dessus, qui ont déjà, comme le LHC a pris 20 ans entre sa conception et sa réalisation, déjà aujourd'hui, il y a bien sûr des gens qui réfléchissent, en fait depuis 10 ans, sur quelle est la machine qu'on pourrait construire après le LHC. Ça sera actuellement, on imagine un collisionneur linéaire entre des faisceaux d'électrons pour avoir une machine justement, comme les électrons permettent d'avoir des signatures extrêmement propres, avoir une machine qui permettra des mesures d'une précision qu'on ne pourrait pas atteindre dans le LHC. Donc ça c'est pour 2030, voire au-delà? Actuellement on parle de 2020, mais ça peut être 20, 25, c'est à voir. C'est certainement aussi suivant
les résultats du LHC que cela se décidera et que le calendrier sera fixé. Et en plus, bien sûr, ces machines-là ne construisent que dans un contexte sociétal. Donc il faut aussi retrouver des moyens parce qu'une telle machine coûtera bien plus que le LHC même. Est-ce que vous êtes impatiente? Oui. 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 Vous en avez assez d'attendre. Tout à fait, oui. Bien, nous parlerons pour notre dernier rendez-vous de ce qui vous attend dans les prochaines années avec le LHC. Et puis comment vous voyez cette relation avec la société dont vous parliez à l'instant. Merci à vous.